Lorsque je me suis intéressé à la définition de ce qu'est un documentaire, je pensais trouver une réponse simple à une question simple. J'ai à la place découvert un univers théorique passionnant, et surtout que la réponse que j'attendais n'existait pas vraiment. On a tous une petite idée de ce qu'est un documentaire. Généralement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que contrairement à la fiction, le film documentaire se concentre sur le réel. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Le documentaire, au sens cinématographique, prend en partie source dans l'ethnologie, qui est apparue au même moment que l'invention des frères Lumière. Cette branche des sciences sociales voit des scientifiques partir caméra sous le bras, documenter la vie dans les colonies. Aujourd'hui vivement critiquée, cette pratique était à l'époque considérée comme hautement scientifique, et surtout comme permettant de documenter avec le plus de réalisme possible comment des peuples à cette époque considérés comme primitifs vivaient. Les travaux de ces scientifiques sont en partie à l'origine de l'idée que documentaire est égal à représentation de la réalité. Le terme document, qui compose le mot documentaire, signifie chose qui enseigne ou renseigne. On comprend alors que le document et par extension le documentaire, sous-entendu chose qui relève du document, ont toutes les deux une portée scientifique ou du moins authentique, car capable de nous renseigner sur n'importe quel sujet. Le film documentaire s'opposerait donc au film de fiction, qui découlerait lui du roman, du poème épique et des autres formes fondées sur le récit ou la fabulation. Le film documentaire permettrait, en retirant la mise en scène, qui serait-elle perçue comme une barrière entre les faits réels et celui qui les regarde, de capter la substance du réel. L'un des premiers à sous-entendre que ces films pourraient représenter un document très riche pour la connaissance du passé est le photographe polonais Bolesław Matewski. Dans un court texte intitulé Une nouvelle source de l'histoire, publié en 1898, soit 3 ans après l'invention du cinématographe, il recommande la conservation des films car ils seraient selon lui des sources directes du passé. Selon Matewski, contrairement à la photographie, le cinématographe par son fonctionnement, c'est-à-dire de façon simplifiée un enchaînement de photographies, nous offrirait des documents intrucables et donc foncièrement véridiques. Il disait d'ailleurs: mais allez donc retoucher de façon identique pour chaque figure ces 1000 ou 1200 clichés, presque microscopiques. Même si aujourd'hui nous savons que cela est faux, il avance une idée intéressante. L'image cinématographique, et par la même occasion le documentaire, serait une représentation fidèle du réel, car la caméra permet de capter une dimension supplémentaire à la photographie, le temps. Cette dimension supplémentaire, les deux théoriciens du cinéma André Gaudreau et Philippe Marion appellent cela un degré de documentarité. Selon leur théorie, chaque média utilisé pour rendre compte du réel possède un niveau de documentarité. Un film ou une photo, par leurs caractéristiques intrinsèques, vont posséder un haut niveau de documentarité et seront donc considérés comme des représentations du réel. Tandis qu'une peinture ou un dessin seront eux plus facilement considérés comme une interprétation du réel. Il serait ainsi facile de dire que plus le niveau de documentarité est élevé, plus le médium est fidèle au réel, et que donc le film est bel et bien le médium qui permet la représentation la plus fidèle du réel. Ce n'est malheureusement pas aussi simple. Mais Matewski avait raison sur un point. Le film, en ayant la capacité d'enregistrer le temps, possède bien un niveau de documentarité plus élevé que la photographie. Mais selon Gaudreau et Marion, cette capacité à enregistrer le temps fait qu'un film peut être plus facilement perçu comme une illusion d'avoir été là, tandis qu'au contraire, la photo s'imposerait, elle, comme un avoir été là authentique. Le film introduirait, par sa nature même, c'est-à-dire par sa capacité à capter le réel, de la fiction. Et à partir de là, ça change tout. Car cela voudrait donc dire que contrairement à ce que l'on pensait, le documentaire est une fiction. Mais alors pourquoi les opposer? Pour le théoricien Guy Gauthier, ce débat entre documentaire et fiction est stérile. Dire que tout est documentaire ou tout est fiction ne nous avance au final pas sur ce qu'est un documentaire. Il est aujourd'hui assez largement admis que le film ne peut être entièrement fidèle au réel et sera toujours le résultat de la vision de son auteur. Filmer, peu importe comment, c'est déjà une trahison. L'image est une médiation, pas un analogon. Mais une fois que l'on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Car selon ce même Guy Gauthier, et je cite, « S'il n'y a pas de vérité universelle, ou pour le moins accessible, il y a des faits dont on peut établir s'ils sont vrais, s'ils sont faux, ou si le doute subsiste.
Pour Guy Gauthier, le cinéma documentaire est avant tout une méthode, et n'est qu'une façon parmi d'autres d'aborder le réel. C'est pour cela qu'il préfère opposer au documentaire non pas la fiction, mais le romanesque. Ce choix a comme avantage de ne pas représenter l'ensemble du paysage cinématographique mondial. On exclut par exemple certaines œuvres d'art et d'essai. Et deuxièmement, les deux peuvent être des fictions. Un ou une réalisatrice peut choisir de rendre compte du réel par le romanesque ou par le documentaire, mais ce ne sera pas la même chose. Un film romanesque séduit, mais ne convainc pas. Le documentaire est certes le résultat de la vision d'un auteur, par les images, le montage, la voix, les textes, mais lorsqu'un réalisateur ou une réalisatrice se lance dans cette entreprise, il fait un pacte avec le spectateur et s'engage à respecter le réel. Guy Gauthier présente 3 règles qui sont à respecter si l'on veut créer le documentaire ultime, c'est-à-dire un film qui n'existe sûrement pas, mais qui serait le documentaire dans sa forme la plus pure. Également, un film qui ne respecte pas une de ces règles n'est pas forcément un film de fiction. Grâce à celle-ci, que je vais maintenant vous présenter, nous allons pouvoir mieux comprendre ce que l'on entend par documentaire. Premièrement, il n'y a pas d'intrigue étrangère à ce qui est vécu par l'équipe du cinéaste. Un documentaire peut inclure de la fiction et être narratif tout comme un film romanesque. La différence qui reste est alors le scénario. Selon Gauthier, dans un documentaire, il ne peut y avoir qu'une idée de scénario, une envie tout au plus. Là où dans la fiction, il doit minimum préexister au filmage, sur écrit ou dans la tête du réalisateur. Cela ne peut être qu'un post-it, mais il existe. Le film documentaire doit lui se référer au réel. Ce n'est pas un scénariste qui écrit le scénario, c'est quelqu'un à la recherche de vérité. Un documentaire est une recherche de quelque manière, une enquête, et c'est pourquoi tout est affaire de méthode. Comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir d'intrigue dans un documentaire. Si on prend par exemple la série The Last Dance sur Netflix, le réalisateur place des enjeux et du suspense quant à leur résolution. Nous avons des protagonistes et des antagonistes, mais il se base sur des événements réels qui se sont déroulés. En revanche, The Last Dance s'éloigne quelque peu de la forme pure du documentaire en mélangeant archives et entrevues filmées pour l'occasion. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Pas d'acteur. Le cinéma romanesque est, comme le dit Gauthier, un cinéma d'acteurs. Le cinéma documentaire doit en être l'antithèse, c'est-à-dire sans acteur au sens de quelqu'un qui simule quelqu'un d'autre. Mais cela ne veut pas dire que c'est un cinéma sans personnage. Cependant, il doit être joué par lui-même. Cela n'empêche pas le personnage d'être surjoué par son interprète. En présence d'une caméra et d'une équipe de tournage, nous changeons notre attitude. Une théorie venant du sociologue Irving Goffman veut que nous soyons constamment en interprétation de nous-mêmes, en fonction d'avec qui nous sommes et où nous sommes. De la même façon que tout est fiction, toute interaction est jeu. Mais comme pour la fiction, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Encore une fois, c'est une question de méthode, car mise en scène de soi et complaisance pour la caméra sont des traits caractéristiques naturels pour un individu et interprétés souvent comme tels. Cet aspect est essentiel pour la confiance que le spectateur donne dans le documentaire. Si celui-ci sent que la personne qu'il a en face de lui n'est pas authentique, n'est pas celui qu'il dit être, qui au-delà de l'auto-représentation semble être un acteur, alors le spectateur perdra confiance dans le documentaire. Il existe des cas dans l'histoire du cinéma où la personne filmée va au-delà de l'auto-représentation. On peut notamment parler de Flaherty, lors du tournage de Man of Aran. La qualité documentaire de ce film peut être discutée. Flaherty était à l'origine parti sur l'île d'Aran filmer la vie des pêcheurs. Mais les personnes que l'on voit à l'écran ont été rémunérées par le réalisateur et ne forment pas dans la vie une famille. Ils sont cependant bien pêcheurs et habitent réellement sur l'île d'Aran. Et c'est là qu'il existe une certaine divergence. Certains vont dire que Flaherty ment au spectateur et qu'à aucun moment il n'est fait mention que la famille que nous voyons n'existe pas. D'autres vont au contraire dire que le plus important c'est est-ce qu'on y croit ? Si le but de Flaherty était de montrer les conditions de vie de ces personnes et qu'elles transparaissent, alors l'usage de la fiction est un moindre mal, voire serait nécessaire à la transmission du propos. Selon Eliane de la Tour, la fiction est parfois plus à même de représenter le réel que d'autres méthodes, et cela n'enlève selon elle rien à la qualité documentaire du film, voire au contraire pourrait la renforcer. Ce débat sur la véracité de ce que l'on montre au spectateur et comment on le montre est un débat important. Si le film romanesque et le documentaire se ressemblent sur un point, c'est sur l'attitude du spectateur face aux images qu'on lui montre. En tant que spectateur, nous avons tendance à croire aux images que l'on nous montre. C'est ce qu'on appelle dans la fiction
la suspension consentie d'incrédulité. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, nous allons croire à l'histoire que l'on nous raconte, tant que celle-ci reste vraisemblable, qu'elle semble respecter la réalité du monde qu'on nous présente. Et c'est ce qu'il se passe dans les films de Flaherty. Nous croyons à l'existence de cette famille, mais c'est un mensonge. Et pourtant, celle-ci est montrée comme véritable. Là où dans la fiction les faits n'ont que peu d'importance, dans un documentaire qui fait le pacte de coller au réel, cela peut poser problème. Ce qui nous amène à notre troisième point. Pas de décor de studio, au naturel détourné. Pour aborder ce point, partons des films de fiction qui veulent transmettre l'effet de réel. Lorsque Steven Spielberg tourne des scènes de la liste de Schindler directement à Auschwitz, c'est un décor naturel. Mais tout naturel et véridique qu'il soit, il est quand même utilisé comme un décor de cinéma. Ce sera la même chose pour toutes les reconstitutions de villages d'époque. Elles peuvent être le plus fidèles possible, le décor restera ce qu'en fait le réalisateur. Le documentariste devrait donc à l'inverse, lors du filmage, ne pas utiliser l'environnement comme son décor. Ces règles représentent ce que Gauthier appelle le documentaire plus, c'est-à-dire un objet théorique qui n'existe sans doute pas, mais qui représente ce que pourrait être le documentaire le plus pur. La réalité est plus compliquée que cela. Flaherty, comme on l'a dit, a déjà payé les personnes qu'il filmait, reconstitué certaines scènes. Certains documentaristes s'aventurent plus en avant dans la fiction, car c'est pour eux le meilleur moyen de montrer la réalité. C'est pour cela que Guy Gauthier parle de débats stériles. Documentaire et fiction ne font qu'un, ils se complètent. Mais c'est un exercice dangereux, qui doit être pris au sérieux, car le documentariste joue avec la vérité. La fiction peut être utilisée pour augmenter et représenter des événements que l'on n'a pas filmés, ou qui n'existent pas. Le documentaire A Montage of Heck sur Kurt Cobain utilise par exemple l'animation pour rendre compte du journal du chanteur. Est-ce une trahison? Ou est-ce nécessaire pour raconter la vie de cet artiste? Au spectateur d'en décider. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que l'on peut tirer de tout ça. Le documentaire, comme les genres du cinéma, sont à la fois construits par les cinéastes, mais également par le public. Ce sont des catégorisations qui évoluent. Le documentaire est à la fois une question de respect du réalisateur pour son sujet et le spectateur, mais c'est également au spectateur de définir là où est la limite. Si le sujet de la vérité dans le documentaire vous intéresse, je vous conseille la vidéo que j'ai réalisée sur Werner Herzog, dans laquelle je fais un tour d'horizon de son œuvre en essayant de déterminer comment cet auteur définit la vérité documentaire. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les différents styles de documentaire et comment ils peuvent en influencer le propos, écrivez-le en commentaire et abonnez-vous à la chaîne.